Je suis palestinien de langue arabe, chrétien. Je suis venu en Belgique en 1965, donc je suis devenu belge de culture européenne. Et naturellement, après avoir fait un doctorat à l'Université catholique de Louvain, je suis devenu professeur à l'Université de Louvain. J'y ai créé le Centre d'études et de recherche sur le monde arabe contemporain, parce qu'avoir fait des études à l'UCL en sciences politiques et en relations internationales, je n'avais jamais reçu un seul cours, un seul enseignement sur le monde arabe contemporain. Pour combler le vide, j'ai créé le Centre d'études et de recherche sur le monde arabe contemporain et en 40 ans de carrière, j'ai pu enseigner 12 à 13 000 étudiants belges et étrangers et je les ai familiarisés avec un monde si proche par la géographie et si voisin par la culture, car le monde arabe a semé en quelque sorte les germes de ce qui va devenir les civilisations européennes. On l'oublie, nous sommes voisins par la géographie, nous sommes cousins par l'histoire. C'était le sens de mon enseignement à l'Université catholique de Louvain. Et voilà, donc je suis comme Amin Maalouf que vous connaissez. Je suis quelqu'un d'identité multiple. Je n'aime pas l'identité close, l'identité qui se ferme, l'identité meurtrière, pour utiliser le titre d'un ouvrage d'Amin Maalouf. Et je suis ouvert, donc quelqu'un qui a essayé toujours de construire des ponts et non pas de construire des murs d'incompréhension entre les gens et entre les personnes et entre les peuples. Donc voilà, on m'a appelé l'apôtre de la Méditerranée, on m'a surnommé, on m'a donné un prix, le prix de la culture en Méditerranée. J'ai eu l'occasion de travailler dans les institutions européennes. J'étais membre du groupe des hauts experts sur la politique étrangère de sécurité commune de l'Union européenne. J'étais membre du groupe des hauts experts sur la culture en Méditerranée lors de la présidence de Romano Prodi à l'Union européenne. Donc, j'ai naturellement fait des centaines de conférences, non seulement en Belgique, mais dans toute l'Europe, où j'ai eu l'occasion d'enseigner aussi bien qu'à Malte, en Italie, en Espagne et dans les pays arabes. Écoutez, j'ai constaté au cours de ma carrière combien le monde arabe est si proche pourtant par la géographie et méconnu. Prolifèrent les clichés, les lieux communs, les stéréotypes concernant le monde arabe, alors que le monde arabe a une histoire extrêmement riche. Je rappelle simplement à vos auditeurs que euh, Alexandre le Grand est allé au Moyen-Orient en 333 avant Jésus-Christ. L'Empire romain est allé en Orient en 63 avant Jésus-Christ. L'Empire byzantin a dominé la région pendant 6 siècles. Les musulmans sont entrés à Jérusalem en 636. Les Arabes sont entrés en Espagne, dans la péninsule ibérique, en 711. Ils sont restés dans la péninsule ibérique et sur tout le pourtour de la Méditerranée pendant plusieurs siècles. C'est là qu'ils ont développé à la fois l'astronomie, l'agronomie, la médecine. J'ai eu l'occasion de visiter avec Jacques Delors, l'ancien président de la Commission européenne, une bibliothèque à Salamanque. On a vu des milliers de manuscrits arabes en sciences, en médecine. Le monde arabe a enrichi, a fécondé la civilisation européenne. Et pourtant, peu d'Européens connaissent l'histoire de ce monde fécond et ils s'attachent à dire, à parler d'islamisme, de terrorisme, comme si le monde arabe pouvait se résumer à quelques actes terroristes ici et là qui ont certes donné une fausse image du monde arabe, mais ce n'est pas ça le monde arabe. Le monde arabe, c'est 22 États, c'est 450 millions d'habitants, bientôt 500 millions d'habitants. Dans ce monde, l'Europe a des intérêts majeurs. D'abord, un intérêt géopolitique, puisque le monde arabe est à la fois une clé, un carrefour et un corridor.
un intérêt énergétique, puisque 25 à 30% des approvisionnements de gaz et de pétrole proviennent de ce monde arabe. Un intérêt également économique, puisque le monde arabe est le premier partenaire commercial de l'Union européenne. Donc l'Europe a des intérêts majeurs dans ce monde. Et pourtant, au niveau du public, on connaît si mal ce monde arabe qu'on réduit à quelques stéréotypes, des lieux communs qui dénotent une sorte de paresse intellectuelle, une indigence de la pensée, alors que ce monde arabe est un monde qui nous est si proche et en même temps si méconnu. Le père Chofani, qui était le curé de Nazareth, a voulu organiser un voyage à la fois de Palestiniens, de Juifs, à Auschwitz et Birkenau. Je ne pouvais pas ne pas être du voyage. Donc j'ai invité mes collègues et mes étudiants à participer avec moi à ce voyage. Je voulais comprendre ce que représente la Shoah dans la culture juive et dans la mémoire juive, la mémoire israélienne. Et donc, pour moi, c'était un voyage initiatique qui m'a permis de toucher de très près ce que ça peut être le fanatisme, l'extrême comportement du nazisme à l'égard des Juifs qui ont été massacrés par millions dans les camps d'Auschwitz, de Buchenwald et de Birkenau. Ce faisant, je voulais juste démontrer un peu ma part d'humanité en organisant en participant à cette visite. Mais en même temps, je voulais que les Israéliens, en même temps, aillent dans les camps de réfugiés palestiniens, à leur tour, pour voir la tragédie palestinienne, pour voir comment les Palestiniens ont été les victimes des victimes, en quelque sorte, pour voir comment les excès de l'État actuel d'Israël sont en train de déshumaniser le peuple palestinien, pour dire aussi comment les Israéliens traitent les Palestiniens comme des animaux humains et qu'aujourd'hui ils les massacrent sans répit. Et cette tragédie palestinienne dure non pas depuis la création de l'État d'Israël depuis 1948, mais elle dure en réalité depuis le moment où le mouvement sioniste, en 1897, a décidé de créer en Palestine un État juif. Or, la Palestine était habitée par des Palestiniens. Comment pouvait-on créer un État juif sur un territoire habité par des Palestiniens? Sinon, en les déplaçant. C'est pour ça que le mal, c'est dans une idéologie sioniste qui est une idéologie un colonialisme de peuplement. Et on le voit aujourd'hui. Quand on voit comment les Palestiniens ont été chassés en 1947-49, 2 tiers de la population palestinienne ont été expulsés de la Palestine pour faire place à l'État d'Israël. Et qu'aujourd'hui, à Gaza, les Israéliens demandent aux gens de Gaza de se déplacer, de partir après avoir détruit toutes leurs maisons et les infrastructures. Et en appelant les Palestiniens, ben, vous partez, ou bien vous restez et vous allez mourir de faim, ou bien vous partez et vous n'avez pas le droit de retour. Donc là, la tragédie palestinienne continue. C'est pour ça que mon prochain livre va s'intituler Palestine, la tragédie permanente. Et c'est ça ce qui est spécifique à la question palestinienne, c'est que c'est pas quelque chose qui s'est passé et qui ne passe plus, c'est un passé qui continue à affecter la vie du peuple palestinien jusqu'à maintenant. Donc, ce matin, je me suis réveillé, j'ai écouté la radio comme tous les Belges et j'apprends que les Israéliens ont tué 350 Palestiniens, ont blessé 400 Palestiniens dans des frappes militaires pour forcer le Hamas à libérer les otages. C'est une illusion. Le Hamas avait signé avec Israël un cessez-le-feu en 2 phases. Première phase, on libère certains otages. Et deuxième phase, Israël quitte le territoire de Gaza et on libère tous les otages et on met une fin à cette terrible tragédie, à ce terrible génocide qui est le génocide de Gaza. J'utilise le mot génocide parce qu'il a été utilisé par Amnesty International, par Human Watch, par Médecins sans frontières. Et donc, c'était ça,
Or, les Israéliens n'ont pas voulu aller vers la deuxième phase pour en finir avec la guerre de Gaza. Et donc aujourd'hui, pour faire pression sur le Hamas, ils ont lancé des opérations militaires qui ont ravagé le territoire, qui ont tué des centaines de personnes. Et ce qui me chagrine, c'est que dans les médias, les journalistes disent, bon, il y a des frappes israéliennes à Gaza, on fait 350 morts, 400 blessés, on passe à autre chose, on va commenter le dernier match de foot. Voilà comment les médias racontent la tragédie palestinienne. Cela me chagrine, m'attriste et me fait douter d'ailleurs de l'humanité même, d'une Europe qui pourtant se targue de défendre les droits de l'homme, de défendre le droit international et d'être attaché aux valeurs humaines. Je vis en Belgique depuis 1965. Et donc, ça fait bientôt 60 ans. Bientôt, dans quelques mois, ça va faire 60 ans. J'ai fait des centaines de conférences dans tous les milieux et dans toutes les villes de Belgique. J'étais toujours accueilli chaleureusement parce que les gens comprennent le sens de mon discours, qui est un discours à la fois humain et en même temps un discours qui s'attache à dire l'histoire telle que je l'aperçois et telle que je la vis. Et donc, pour la première fois en 60 ans, j'avais une conférence qui était planifiée à Waterloo depuis longue date sur un sujet qui me passionne parce que j'ai écrit un livre de près de 600 pages intitulé L'Europe et la Palestine des croisades à nos jours. Et je suis passionné par l'histoire des rapports de l'Europe à la Palestine. Et donc, pour la première fois, la commune de Waterloo a annulé cette conférence. Sur de fallacieux prétextes. Un, qu'ils ont reçu des protestations de quelques habitants de Waterloo. En l'occurrence, ce sont des juifs sionistes qui habitent à Waterloo, qui ont écrit une lettre en protestant contre cette conférence. Et la bourgmestre a annulé cela et en prétextant que c'est moi qui ai annulé la conférence, ce qui est évidemment un mensonge inacceptable. Je n'annule jamais une de mes conférences. C'est à leur demande que cette conférence a été annulée. Conclusion, il a reçu des dizaines de lettres de protestation des habitants de Waterloo, d'anciens recteurs, de professeurs, de juristes, et en même temps, beaucoup de communes, comme la commune de Saint-Gilles, comme des communes de Nivelles et d'autres communes m'ont contacté pour organiser des conférences en protestation à ce qu'ils ont considéré comme une répression de la parole libre et de la liberté d'expression. Et donc, là, elle a fait une erreur monumentale, finalement, parce que lorsque je sens le mouvement à la fois, lorsque je vois les lettres de soutien que j'ai reçues de très, très nombreuses personnes, je me rends compte combien mon discours est un discours auquel les Belges sont très attachés et comment ma participation à la vie intellectuelle de la Belgique a été toujours relativement été appréciée. Et donc, c'est une erreur. Je crois qu'elle aurait dû s'excuser. Elle ne l'a pas fait, mais ce n'est pas à l'honneur de la commune de Waterloo d'avoir enfreint une liberté d'expression qui est le socle du fonctionnement des États démocratiques et des États démocratiques et en même temps attachés à la laïcité, attachés à la libre parole. Écoutez, tous les experts en sciences politiques et relations internationales, je suppose que vous connaissez M. de Villepin. Je suppose que vous connaissez Gilles Kepel ou d'autres, ou Filiou, ou d'autres spécialistes en sciences politiques, en relations internationales. Tous vous disent que le mouvement palestinien est une composante politique
de la Palestine. La preuve, c'est que le Hamas a participé aux élections palestiniennes de 2006, élections dont un des observateurs a été l'ex-président américain, le président Carter. Et le Hamas a gagné ces élections. Cependant, il n'a pas pu gouverner simplement parce que les pays occidentaux, tout comme d'ailleurs l'autorité palestinienne et Israël, ont imposé au Hamas 3 conditions. Il devait renoncer au terrorisme, il devait reconnaître les accords d'Oslo, il devait reconnaître l'État d'Israël. Or, jamais l'Occident a imposé à Benjamin Netanyahou de telles conditions. Benjamin Netanyahou s'est toujours opposé aux accords d'Oslo, qu'il a enterrés d'ailleurs. Il n'a jamais reconnu le droit du peuple palestinien à l'autodétermination. Et le Knesset a voté en 2024 une résolution s'opposant à la création d'un État palestinien. On l'ignore. Et troisièmement, les Israéliens n'ont jamais renoncé à la violence de l'occupation. Bref, le Hamas a considéré qu'il y a eu un hold-up électoral. Il a été privé de gouverner alors qu'il a gagné les élections démocratiques que le président Carter a pu observer. Et donc, il a pris le contrôle de Gaza, il s'est installé à Gaza. Et donc, un mouvement, une composante politique, mais qui néanmoins peut commettre des actes terroristes. C'est pour ça que je me suis toujours désolidarisé à la fois des attentats suicides, et je me suis désolidarisé de toute action de Hamas visant des civils. C'est pour ça que je considère que l'attaque de Hamas du 7 octobre est un acte terroriste, évidemment que personne ne peut accepter, et je le dis dans mon prochain livre, je le dis ouvertement, c'est-à-dire dans un mouvement de libération nationale, dans tous les mouvements de libération nationale, y compris en Afrique du Sud, y compris en Algérie, il y a eu des attentats qui ont visé des civils. Ce sont des actes terroristes. Donc, le fait d'être une composante d'un mouvement de libération nationale ne vous épargne pas de commettre des actes terroristes. Donc, voilà quelle est ma position. Je n'aime pas qu'on s'attaque à des civils, quels qu'ils soient, y compris de mes pires ennemis. Et donc là, Hamas a commis un acte terroriste en visant des civils, des femmes et des enfants, et en prenant des otages des femmes et des enfants. Il appartiendra aux Palestiniens plus tard de faire le bilan de tout cela. C'est-à-dire, quand on voit la tragédie qui s'est abattue sur le peuple palestinien, peut-on dire que le Hamas a gagné? Qu'est-ce qu'il a gagné? Il voulait remettre la question palestinienne sur la table alors qu'on a voulu l'enterrer. Le président Trump y a contribué d'ailleurs. Les Israéliens ont voulu enterrer la question palestinienne. Donc sur ce plan, oui, tout le monde parle aujourd'hui de la question palestinienne, mais ça ne nous avance pas beaucoup. On en parle, mais on ne fait pas en sorte que l'occupation israélienne se termine. 2, le Hamas voulait en fait saboter des accords de normalisation entre l'Arabie saoudite et Israël. Sur ce plan, il a réussi puisque effectivement ces accords sont gelés, l'Arabie saoudite ayant indiqué qu'elle ne pourra jamais normaliser ses relations avec Israël s'il n'y a pas un horizon politique pour le peuple palestinien, c'est-à-dire s'il n'y a pas la perspective d'un État palestinien indépendant. Le Hamas, en jugé par ses propres documents que j'ai pu lire, le Hamas également voulait montrer l'ineptie et l'incompétence de l'autorité palestinienne de Ramallah, qui est dirigée par Mahmoud Abbas, un président vieillissant qui dont le taux de popularité est inférieur à 10%. Et donc, il voulait montrer l'ineptie de cette autorité qui coopère avec l'État d'Israël sur le plan sécuritaire. Sur ce plan, oui, il a révélé effectivement qu'il y a un problème dans l'autorité palestinienne qui aujourd'hui est à Ramallah, mais qui n'empêche pas les chars israéliens d'entrer dans toutes les villes palestiniennes et de sévir contre la population, de brûler les maisons, et ne parvient même pas à arrêter les exactions des colons israéliens qui vont dans des villages palestiniens brûlant des maisons, tirant à bout portant sur des
sur des Palestiniens qui sont en train de cueillir les oliviers, à telle enseigne qu'il y a des Israéliens solidaires avec le peuple palestinien qui vont les protéger pour simplement cueillir les oliviers. C'est-à-dire, l'autorité palestinienne aujourd'hui est incapable de mettre un terme à une occupation qui est tracassière, qui est aujourd'hui inhumaine dans les territoires palestiniens. Et donc le Hamas voulait montrer l'ineptitude de cette autorité palestinienne. En même temps, il voulait montrer comment l'Occident dit à longueur de journée, de semaine, nous voulons 2 États, la solution à 2 États, mais qui ne fait rien pour que cette solution puisse un jour voir le jour. C'est-à-dire, on parle de la solution de 2 États, mais en même temps, Israël est en train de créer tellement de faits accomplis dans les territoires palestiniens sous forme de colonies, sous forme de routes de contournement, et rendant cet État pratiquement une impossibilité géographique. Donc, mais le bilan c'est 50 000 morts, 120 000 blessés, sans compter les milliers de morts qui sont encore sous les décombres. Gaza aujourd'hui est un amas de ruines. Est-ce que on peut dire que Hamas a gagné la partie lorsqu'on voit l'immensité de la tragédie qui s'est abattue sur Gaza? Donc je crois que le Hamas va devoir rendre compte auprès du peuple palestinien dans des élections futures. Et en même temps, probablement, et comme le souhaitent les Arabes, il ne sera pas l'autorité dirigeante de Gaza une fois que cette tragédie aura trouvé une issue. Donc, maintenant, c'est le jour après qui va diriger Gaza, bien sûr, pour les Arabes, c'est l'autorité palestinienne qui doit reprendre le contrôle de Gaza et en même temps aidé naturellement par les pays arabes, aidé par la communauté internationale. Donc voilà, quand on fait le bilan, c'est un bilan tragique. C'est un peu tragique. Je veux dire, crier victoire sur un amas de ruines, c'est une illusion. Et c'est ce que le Hamas fait. Par conséquent, il fallait libérer les otages, ne pas donner un prétexte à Benjamin Netanyahou pour continuer à massacrer cette population civile qui ne sait pas où se réfugier et qu'aujourd'hui vit sous les tentes. Et depuis 2-3 semaines, il n'y a aucun camion d'aide alimentaire n'a pu entrer à Gaza. Et donc les gens meurent de soif, meurent de faim, meurent simplement faute de médicaments et faute d'électricité. Et donc là, le bilan est tragique. Et le Hamas doit rendre compte de cela. Il a donné un prétexte en or, mais je crois que les Israéliens n'avaient pas besoin de prétexte parce que leur objectif, c'est en finir avec le peuple palestinien, éventuellement déplacer toute la population pour faire place à l'État d'Israël. C'est ce que le Smotrich, Ben Gvir, qui sont ministres du gouvernement de Netanyahou, disent tous les jours. Vous n'avez pas de place ici, c'est la terre promise par Dieu au peuple élu d'Israël et qu'il n'y a pas de place pour 2 peuples sur cette terre. Donc, je crains pour ma famille qui vit en Cisjordanie aujourd'hui. Et alors, aujourd'hui, on est en train de déplacer la population, mais vers où? Vers où, dans la mesure où la Jordanie, comme l'Égypte, refuse de recevoir ces Palestiniens pour ne pas contribuer à une nouvelle Nakba, à une nouvelle catastrophe, à une nouvelle purification ethnique en Palestine. Oui, je crois que le Hamas prend le peuple palestinien de Gaza en otage, à coup sûr. Mais le peuple israélien est pris en otage par un gouvernement israélien qui comprend aujourd'hui des ministres ouvertement racistes, ouvertement fascistes, comme l'ont qualifié de nombreux juifs américains et européens. Et donc, quand je pense au futur, parce que le rôle d'un intellectuel, c'est pas simplement d'analyser le passé, mais essayer de voir comment pourrait-on mettre en place un futur qui soit autre que des tragédies, une tragédie permanente. Je crois que sans un éveil critique, éthique, à l'intérieur de l'État d'Israël, il n'y aura pas de solution. Or, aujourd'hui, quand on voit les sondages, il y a pratiquement 70% des Israéliens qui veulent que la guerre de Gaza se continue. Et je trouve ça, c'est extrêmement dangereux. C'est-à-dire le traumatisme de 7 octobre a pratiquement paralysé la réflexion libre et progressiste à l'intérieur d'Israël.
les partis de gauche ont été laminés. Il y a une dérive extrême droitière à l'intérieur d'Israël qui n'est pas un bon signe pour l'avenir de la région. Et donc, il faut un éveil critique à l'intérieur d'Israël, une nouvelle direction politique, parce qu'avec la direction actuelle, il est impossible d'arriver à une solution qui soit un tantinet, une solution juste et durable. En même temps, il faut une nouvelle direction palestinienne à Ramallah. Ce gouvernement est un gouvernement vieillissant. J'ai constaté que la moyenne d'âge de ceux qui nous dirigent à Ramallah est de plus de 60 ans, alors que la population palestinienne est une population très jeune, puisque 50% de la population palestinienne a moins de 25 ans. Donc il faut une nouvelle direction en Israël, une nouvelle direction en Palestine, un éveil éthique à l'intérieur d'Israël, c'est-à-dire des Israéliens qui vont aller dans les rues de Tel Aviv et de Jérusalem en disant « stop » à l'immigration, stop à la déshumanisation de la Palestine, stop à cette dérive nationaliste, religieuse ou même laïque à l'intérieur même de l'État d'Israël. En même temps, il faut une communauté internationale qui soit une communauté qui veille au grain, qui défende le droit international. Parce qu'aujourd'hui, on fout le droit international aux pieds et ce sont des valeurs essentielles qui permettent à la communauté internationale de fonctionner normalement. Et donc, que l'Europe s'éveille, que les États-Unis adoptent une autre politique, qu'il y ait un éveil critique, éthique à l'intérieur d'Israël, une nouvelle direction en Palestine et en même temps une nouvelle orientation politique à l'intérieur d'Israël. Sans quoi on va aller vers une situation catastrophique. Oui, quand je vois, écoutez, quand je vois les jeunes il y a 40 ans, quand j'étais jeune, professeur encore, il y avait chez les jeunes, il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans, une volonté de se mobiliser pour défendre des causes justes, notamment les causes d'injustice en Afrique, dans le monde arabe, ou même en Amérique latine. Ils pouvaient se mobiliser contre les dictatures. Rappelez-vous les mobilisations étudiantes contre les dictatures de Pinochet en Argentine, contre les dictatures latino-américaines. Et j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, les jeunes se démobilisent. Ils défendent le climat, mais ils ne défendent pas le climat humain, c'est-à-dire la cohabitation harmonieuse entre les peuples. La justice dans les relations internationales, le droit dans les relations internationales. Et donc, s'il y a un message, c'est que ce qui se passe en Palestine peut affecter votre avenir. Lutter pour le peuple palestinien aujourd'hui, lutter pour la justice en Palestine, c'est en même temps lutter pour le droit, pour la cohabitation harmonieuse, pour le dialogue interculturel dans l'espace de la Méditerranée. Lutter pour que la Méditerranée ne devienne pas un cimetière des rêves brisés, mais que la Méditerranée devienne non pas un fossé qui sépare, mais un pont qui relie. Et donc, que les jeunes se mobilisent, parce que nous avons besoin de la mobilisation de la jeunesse pour que cesse la tragédie palestinienne, pour que cessent les tragédies africaines et des tragédies dans d'autres mondes. Cela veut dire que sortir un peu de son confort quotidien et essayer de se mobiliser pour des causes justes. Monsieur Kader, je vous remercie.